tout le monde. Donc une petite présentation personnelle avant de démarrer le vif du sujet. Je m'appelle Nicolas Varlet, je suis auditeur pentester chez Advance depuis bientôt 6 ans. J'ai déjà eu l'occasion de présenter une conférence autour de recherche sur des objets connectés, plus particulièrement autour d'une machine à café. À café qui était connectée, et on a pu démontrer qu'il était possible de prendre le contrôle à distance de cette machine à café. Voilà, après concernant mes passions, ça va être l'électronique, tout ce qui touche au niveau de la domotique et plus globalement l'IoT en général. Alors, concernant l'IoT, ça tombe bien, c'est le sujet de cette présentation. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tester la sécurité d'un objet connecté? Quels sont les vecteurs de risque? Quels sont les vecteurs d'intrusion? Alors, pour parler un petit peu de risque, après on passera un petit peu plus de temps sur la partie technique, mais cette partie-là est vraiment essentielle pour comprendre la suite de la présentation. Il peut y avoir différents vecteurs de risque. Il va y avoir des vecteurs de risque liés à la propriété intellectuelle, liés à la contrefaçon. Imaginez une entreprise malveillante qui décide de copier tout le code d'un objet connecté. Et bien là, potentiellement, il pourrait y avoir une contrefaçon qui serait créée. Ensuite, il peut y avoir des risques liés à la récupération de données personnelles, notamment via l'accès à des parties du code. Il peut y avoir des risques liés au rebond sur des serveurs distants en identifiant par exemple des portes vers le serveur de l'entreprise qui a créé l'objet connecté. Tout ce que je vous dis là, c'est des risques qu'on a déjà identifiés sur les tests qu'on a déjà fait chez nous. Il y a également des risques au niveau du code, du firmware, là, avec des risques d'altération, de contournement de fonctionnement de la solution. Par exemple, un attaquant il pourrait très bien s'amuser à ajouter des features à son objet connecté. Il y a également des risques de contournement de l'utilisation d'une éventuelle licence. Typiquement, le meilleur exemple, ça va être par exemple des consoles de jeux vidéo. Forcément, si on arrive à lancer des backups, il peut y avoir une perte d'argent, donc des pertes économiques pour l'entreprise qui a développé toute cette partie-là. Et puis, il va y avoir potentiellement des intérêts pour les attaquants pour lancer des campagnes d'envergure. Imaginez toute une flotte d'IoT qui se fait compromettre. Ça peut permettre de lancer une campagne d'envergure avec un réseau botnet par exemple. Pour ce qui est des vecteurs d'intrusion, on peut en identifier principalement 4, parmi lesquels vous allez retrouver les services qui sont accessibles sur Internet. Vous faites une recherche sur Shodan par exemple, là vous allez trouver une quantité assez incroyable d'IoT, parfois qui ne sont pas sécurisés, donc pour lesquels on peut très facilement venir s'y connecter. Depuis l'application mobile, là pour vous citer un exemple très concret, la machine à café, l'application mobile c'était vraiment notre point de départ. On a pu faire un reverse de l'application mobile et puis comprendre comment finalement cette machine fonctionnait et puis comment on pouvait potentiellement la compromettre. Donc c'est ce qu'on a fait et donc c'est ce qui nous a permis de prendre le contrôle à distance de cette machine à café. Voilà. Ensuite, il y a d'autres vecteurs. Les services sont accessibles localement. Un service web, on pourrait imaginer, je sais pas, vous avez une caméra. Sur cette caméra, il y a un service web qui est accessible sur le port 80, ou n'importe quel autre port d'ailleurs. Vous connectez dessus, vous identifiez une vulnérabilité web, et puis depuis cette vulnérabilité web, vous remontez petit à petit jusqu'à devenir root sur l'équipement. Voilà. Et enfin, un des derniers vecteurs d'intrusion, et pas n'importe lequel, c'est la partie hardware. Ça tombe bien, cette conférence sera beaucoup orientée hardware. Et donc voilà, ça peut être un des vecteurs de compromission. Alors, avant de foncer tête baissée sur l'objet connecté, de vouloir tout casser à tout prix, il y a quelque chose de très important, c'est une méthodologie. La méthodologie, ça va vraiment être votre fil conducteur du début à la fin. Les étapes clés de la méthodologie qu'on vient mettre en application, la première phase, ça va être une phase d'identification. On va venir, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre une photo, voilà, on se pose, on prend la photo et on vient mettre des petites puces, des petites pastilles en se disant ok, bon, ça c'est le microcontrôleur, ça c'est la mémoire, ça c'est potentiellement un équipement qui fait du Wi-Fi, voilà. Le but c'est vraiment d'identifier un maximum de choses pour potentiellement identifier derrière un maximum de portes d'entrée.
Ensuite, vous allez avoir pour la seconde étape des tentatives d'accès à des interfaces accessibles. Là encore, on cherche à identifier les portes d'entrée et on va essayer de regarder s'il n'y a pas des choses qui sont un peu trop, qui sont mal configurées. Voilà. Ensuite, il y a une partie analyse des communications. Si votre objet communique en Zigbee, en Bluetooth, en Wi-Fi, enfin ce que vous voulez, là le but c'est vraiment d'identifier ces parties-là, regarder si au travers des communications on ne peut pas déjà mener des attaques. Et enfin, la dernière étape, elle arrive en dernière parce que le firmware on ne l'a pas toujours. Ça va être un petit peu le Graal pour un attaquant. L'attaquant il va vouloir récupérer le firmware, vous allez comprendre justement après pourquoi. Mais voilà, on va essayer de récupérer le firmware pour pouvoir chercher des choses très intéressantes dedans. Alors si vous avez envie de vous lancer dans les tests IoT, il y a une chose à savoir, c'est que ça peut ne coûter pas cher du tout. Si je devais citer un outil, ça serait le multimètre. C'est vraiment l'outil nécessaire, obligatoire. Avec celui-ci, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire, hein. Les mesures de tension, c'est déjà un très bon indice sur les portes d'entrée. Des tests de continuité, en fait c'est tout simplement, on vient prendre un point A, un point B, on place notre multimètre. Si le multimètre il sonne, ça veut dire qu'il y a bien un lien entre les deux points. Donc c'est très important. Parce que du coup vous allez comprendre après, hein, mais c'est via ce genre de test qu'on va pouvoir identifier également d'autres portes d'entrée. Voilà, après forcément, selon les composants que vous avez face à vous, vous allez peut-être avoir besoin d'équipements bien spécifiques. On peut parler d'un ST-Link, d'un convertisseur série. Voilà, après il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Le microscope, alors ça forcément c'est quelque chose qui coûte cher. Le microscope il va vous servir à identifier vraiment ce qui est écrit sur les composants. Parce que ça c'est un très bon indice, vous allez comprendre aussi justement après pourquoi. Mais si vous n'avez pas de microscope, pas de souci, votre téléphone il fait normalement à peu près le job, vous faites un zoom macro et ça devrait vous aider déjà à identifier certaines choses qui sont notées sur les composants. Voilà, après bon il y a plein de choses, hein. On peut s'équiper au fil du temps, au fil des tests qu'on fait, mais vraiment il y a 2-3 choses qui permettent de faire des tests déjà bien avancés. Alors si on arrive sur notre première étape, hein, l'étape de découverte, comme je vous l'ai dit, vous le voyez sur la capture d'écran, on prend une photo de notre composant, enfin de la carte électronique, on vient mettre des petites annotations, Bluetooth, Wi-Fi, voilà, plein de petites annotations, et on le garde toujours à côté de nous. Ça permet d'avoir un schéma, on va dire, via cette photo-là. Ensuite, cette première phase est vraiment indispensable. Elle va vous permettre de comprendre comment fonctionne l'objet. Et ça va vous permettre de faire également de la récupération d'informations et de la datasheet. Juste avant de parler de datasheet, il y a un point qui est également important. Sur certains objets connectés, vous avez la possibilité de retrouver un FCC-ID. Ça, c'est un numéro d'identifiant que vous pouvez taper directement ce numéro sur le site fccid.io et en rentrant le numéro de série, l'identifiant, vous allez avoir déjà des photos, une vue éclatée, etc. Donc finalement, même sans ouvrir votre objet, vous allez avoir des premiers indices. Voilà, donc on en revient sur la datasheet. La datasheet, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être la documentation technique qui est fournie par le constructeur d'un composant. Un microcontrôleur, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir la datasheet du microcontrôleur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette datasheet? Eh bien, on va retrouver des informations très très utiles, l'architecture du microcontrôleur, des informations sur la mémoire, des boot modes, les informations sur la sécurité, des interfaces de débugage. Alors attention, hein, ça c'est des informations à prendre avec des pincettes parce que même si le constructeur du composant vous dit bah voilà, on a prévu un système d'implémentation d'une interface type UART, etc., enfin, d'interface de débugage, ça ne veut pas dire que finalement elle est active. Donc c'est très important. Voilà, et puis enfin, des informations et pas des moindres, c'est le pinout. En fait, on le voit hein, ici sur la capture d'écran à droite. Vous avez une représentation du microcontrôleur. Là, on est sur un microcontrôleur pour lequel il va y avoir tous les pins de chaque côté. Et pour chaque pin, on va avoir un numéro. Et en fait, il suffit juste, nous, en tant qu'attaquants, d'aller rechercher la correspondance. Et ça peut vous permettre de potentiellement déjà identifier, encore une fois, des portes d'entrée sur votre objet.
Concernant du coup toutes les interfaces de communication, alors il y en a plusieurs. L'objectif de cette présentation, c'est pas de vous les présenter une par une, hein. Franchement, on pourrait passer un temps assez important sur la présentation, mais pourquoi on cherche ces interfaces de communication? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, forcément, c'est pour un accès au microcontrôleur et d'accéder au firmware de l'équipement. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, mais le firmware, c'est un petit peu le Graal finalement. Alors, parfois, il est disponible sur Internet. Donc, quand c'est comme ça, on va chercher les informations. On regarde s'il est chiffré ou pas, hein, parce que parfois, il est chiffré. Mais voilà, ça peut être l'une des raisons. Autre raison, c'est d'accéder à des données sensibles qui sont présentes dans l'équipement, dans le firmware. Et enfin, une des autres raisons, ça va être exécuter des commandes via un shell. En fait, vous allez directement pouvoir vous connecter, taper vos petites commandes, potentiellement aller chercher des informations. On va y revenir juste après. Pour ce qui est du matériel nécessaire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous y allez en boîte noire, donc vous avez vraiment aucune information. Vous y allez un petit peu avec votre multimètre, vous faites des tests. Ou alors vous pouvez utiliser des outils comme ce qui est présenté ici en bas à droite. C'est un JTagulator. JTagulator, bon, comme un petit peu son nom l'indique, il va vous permettre d'identifier une interface JTAG et pouvoir faire l'identification pin par pin. Donc c'est très intéressant. JTagulator également vous permet d'identifier de l'UART si vous voulez ou du SWD. Et justement le protocole SWD. Alors pour la partie SWD, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un dérivé du JTAG et l'avantage pour nous c'est qu'il va nécessiter beaucoup moins de communication, moins de connexion pour pouvoir communiquer avec votre interface. En fait, vous allez juste avoir besoin d'un SWIO, un GND et VCC en gros. Et puis clock et reset éventuellement. Et ça, avec ce protocole-là, potentiellement, c'est déjà une première porte d'entrée parce qu'elle peut vous permettre de récupérer un firmware. Là, on le voit, hein, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu faire des tests de continuité avec notre multimètre. On n'avait aucune information, hein, il y avait 0 inscription. Par contre, à partir de la datasheet, on prend notre microcontrôleur. Le microcontrôleur, on se dit, ok, de là à là ça sonne, donc c'est qu'il y a une connexion, de là à là aussi. Et finalement, quand on regarde, on se rend compte que c'est du protocole SWD. Donc là, on utilise un ST-Link qui va nous permettre de récupérer le firmware, comme je vous l'ai dit. Pour le protocole UART, donc ça c'est un protocole série, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Alors soit vous avez de la chance, d'un point de vue attaquant surtout, je précise bien, mais parfois vous avez des indications qui vous aident. TX-RX, donc réception, émission. Ça c'est génial, hein, parce que du coup vous avez juste à vous connecter dessus. Donc c'est vraiment facile dans ces cas-là. Parfois c'est pas écrit, mais pour autant il y a des indices. Typiquement quand vous avez 4 pins côte à côte, on peut déjà se dire tiens, est-ce que c'est pas de l'UART? On va faire des mesures de tension, peut-être qu'il y a du 3.3. Bon, ça peut être intéressant de creuser cette partie-là. On va connecter un adaptateur série et voir s'il n'y a pas de la donnée qui passe. Voilà, autre information concernant l'UART, et pas des moindres, c'est que l'UART, il peut vous permettre d'accéder au bootloader. Le bootloader, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le premier bout de code qui va s'exécuter au démarrage du système. Et là, c'est intéressant. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est U-boot. U-boot, bon, il y a des petits défauts, hein, mais il peut être très bien configuré. Dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué pour l'attaquant, mais U-boot, on pourrait le comparer à un grub par exemple. C'est vraiment ce qui démarre avant le système d'exploitation. Et l'avantage de U-boot, c'est que dans certains cas, on va pouvoir en faire quelque chose pour altérer l'équipement. Ici, un petit exemple de choses qu'on peut rencontrer. Sur la première capture d'écran, vous pouvez voir, il y a une phrase qui est assez magique, c'est hit any key to stop auto-boot. Donc là, vraiment, ce qu'on fait, une fois qu'on est connecté en UART, on vient appuyer sur n'importe quelle touche du clavier, le démarrage s'interrompt et là on va pouvoir exécuter des commandes. Alors les commandes sont limitées, mais néanmoins ça permet de faire plein de choses. Parmi lesquelles vous allez pouvoir changer les variables d'environnement du démarrage, le boot args, et en fait vous allez pouvoir dire ok, une fois que tu démarres, en plus de démarrer normalement, tu vas m'ouvrir un interpréteur de commandes. Donc là on va avoir un interpréteur de commandes et on va retrouver toutes les commandes qui sont liées par exemple à un système Unix. C'est ce qu'on voit, hein, sous la capture d'écran juste en dessous. On retrouve une arborescence qu'on a bien l'habitude de voir quand on travaille sur des postes Unix. Autre information que vous avez la possibilité de récupérer avec le bootloader, c'est les adresses mémoire.
Ça, c'est vraiment utile parce qu'à partir de ces adresses mémoire, vous allez pouvoir savoir comment est stocké le firmware et puis potentiellement vous allez pouvoir, enfin c'est pas potentiellement, c'est vous allez pouvoir le récupérer et pour faire une analyse ensuite de ce firmware. C'est bien, on a le firmware, on a un fichier, souvent c'est un fichier, qu'importe l'extension, mais on a un fichier. Que fait-on de ce fichier? L'un des premiers outils qu'on peut utiliser, c'est Beanwalk. Beanwalk, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre votre fichier, il va regarder s'il y a des entêtes qu'il connaît dans le fichier, et puis vous avez la possibilité d'extraire directement certains types de fichiers. Il y a des fichiers qui sont très intéressants, notamment un système de fichiers, SquashFS, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment souvent. Et en fait, à l'intérieur du SquashFS, on retrouve une arborescence Linux. Donc là, une fois que vous avez accès à cette arborescence Linux, vous pouvez aller dans le code, regarder comment ça fonctionne, parce que oui, en fait, l'accès au firmware, ça vous permet d'avoir l'accès au code source de certaines choses. S'il y a une application web, par exemple, forcément, vous allez avoir accès à tout le code source du web, et potentiellement, vous amuser à identifier des vulnérabilités. Ensuite, potentiellement, il y a également des fichiers sensibles qui sont stockés, des clés privées. Ça peut être utile. Voilà, enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer de sensible, hein, mais des documentations, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qui nous permettent en tant qu'attaquant de mieux comprendre comment fonctionne l'ensemble, comment sont remontées les informations vers les serveurs du client, etc. Voilà. Ici on a un exemple, c'est un exemple plutôt simple. On était sur un modem 4G qu'on trouve dans le commerce. On a pu démontrer que via une simple connexion USB à l'équipement et en une poignée de secondes, on arrive à démarrer sur un interpréteur de commande, passer route sur le système, déposer une backdoor et redémarrer l'équipement, et ça vraiment en une poignée de secondes. Le fait de pouvoir déposer une backdoor comme ça, en tant qu'attaquant, ça vous permet du coup de revenir plus tard tranquillement quand la personne a initié son point d'accès, qu'il a la connexion internet, vous avez toujours un accès finalement. Voilà, vous mettez en place une persistance qui vous permet de vous connecter dessus et faire toutes vos petites attaques. Si vous utilisez du protocole HTTP ou n'importe quel autre protocole non sécurisé, vous pouvez sniffer le trafic. Hop, autre exemple de choses qu'on retrouve dans des firmware. La capture d'écran à gauche, vous allez retrouver des informations de connexion FTP. Là, c'était génial parce que cette connexion FTP, on se connecte dessus, on voit un dossier avec tous les firmware, toutes les versions. Et en plus de ça, on a un accès en lecture-écriture. Là, si on veut, l'attaquant, il supprime tout ça. Ça peut causer de graves ennuis. Pareil, on parlait du code source tout à l'heure. Ici, sur la capture d'écran à droite, vous avez un autre exemple. Hein, une fonction qui va permettre de déchiffrer des fichiers. Bon là, clairement, c'est du pain béni parce que même finalement, ce qui est chiffré, vous allez potentiellement pouvoir le déchiffrer. Voilà, d'autres éléments, voilà, la capture d'écran à gauche. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive à récupérer des clés privées. Via cette clé privée, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu se connecter directement au serveur du client, connexion SSH, service d'administration. Et là, on se rend compte qu'on a des privilèges très intéressants sur le serveur. Capture d'écran à droite ici, ça concerne le modem 4G, où vous avez, via la backdoor, on peut exécuter des commandes à distance, on peut se balader, on peut voir qu'il y a des données sensibles, comme le mot de passe de l'AP Wi-Fi. Le problème, c'est que c'est pas toujours aussi simple. Là, on était vraiment dans le cas où il y a une interface, on se connecte dessus, et puis voilà, on fait nos petits tests comme ça. Le problème, c'est que c'est pas toujours aussi simple. Et là, ça se complique parce que on va devoir faire d'autres types d'attaques. Et notamment, en allant voir la datasheet de votre microcontrôleur, il se peut que vous allez repérer des boot modes. Qu'est-ce que le boot mode? En fait, c'est comme la phrase l'indique sur la capture d'écran, c'est au démarrage du système, on va pouvoir choisir sur quel environnement on veut démarrer le système d'exploitation, sur quelle mémoire finalement on veut démarrer. Ça peut être la user flash, la mémoire du système ou la mémoire embarquée SRAM. Et pour changer le boot mode, parce que parfois vous avez la possibilité de changer ce boot mode, vous pouvez, pareil, en regardant la datasheet, voir qu'il y a un tableau de correspondance. Et on voit par exemple que boot 0, pour qu'il démarre sur, ici c'est la mémoire flash, boot 0 doit être à 0. C'est une information très intéressante parce que du coup, si on le passe à 1, on va changer le mode du démarrage. Et là, dans notre exemple, on était sur le protocole SWD. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé boot 0 à 0. Et pour cela, c'est très simple. En fait, on a relié à la terre
l'alimentation du pin boot 0 pour le passer à 0 et du coup démarrer sur une mémoire différente qui nous autorise l'accès et la récupération du firmware. Voilà, là typiquement on utilise STM32Cube, c'est un programme du coup qui va vous permettre de programmer les équipements STM32. Autre chose, ça peut se compliquer un petit peu, c'est quand les pins ne sont pas accessibles sur votre microcontrôleur. Ici, on est sur une identification d'un microcontrôleur ST et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun pin tout autour. Donc là, on va dire que c'est un peu plus compliqué. On va devoir faire une approche totalement différente puisque dans ce cas-là, aucune interface de débugage. Dans cet équipement qu'on est en train d'éditer, il n'y avait vraiment aucune interface de débugage. Il y en avait une, c'était l'UART. Le problème, c'était qu'on avait seulement un accès en lecture. Et encore, quand je vous dis en lecture, les informations qui transitaient n'étaient vraiment pas intéressantes. C'était surtout pour du débugage. Finalement, pas trop d'informations très intéressantes. On regarde s'il y a du JTAG, il n'y en a pas. SWD, il n'y en a pas. On essaie de faire des choses avec l'USB, pareil. Là, c'est compliqué. Donc, on arrive sur une seconde étape, enfin une troisième étape, c'est une phase destructive. Pour notre objet là, on avait la chance, c'est qu'on était sur un environnement de recherche. Donc, on pouvait détruire l'équipement, c'était pas grave, même si, bien évidemment, c'est mieux si on peut éviter. Là, on s'est attaqué sur une phase dite un peu plus destructive où on s'est dit, allez, on va dessouder le microcontrôleur. En dessoudant le microcontrôleur, vous allez pouvoir refaire vos tests de continuité et du coup identifier s'il n'y a pas des interfaces que vous avez loupées. Donc c'est ce qu'on fait. Là c'est un exemple du microcontrôleur. Comme vous pouvez le voir, en fait, on est sur un microcontrôleur FPGA, donc c'est des billes en fait, hein, les connexions qui sont en dessous, c'est pas des pins. Et pour vous donner une idée, il y a 354 billes qui sont connectées en dessous du microcontrôleur. Donc le problème c'est que c'est très petit et pour dessouder ce composant là, ça peut être fait de manière pas très propre et c'est ce qu'on voit ici. Malheureusement, voilà, il se peut que parfois ce soit pas très propre et du coup ça peut complexifier vos recherches. Par contre, nous ici, coup de bol, tout ce qu'on voulait est accessible, tous nos pins étaient accessibles, donc on a pu identifier plusieurs choses. On a essayé de retrouver du protocole SWD, du JTAG, etc. On a essayé de retrouver nos fameux boot 0, boot 1 et boot 2 ici. Malheureusement, même en jouant avec ces boots là, on pouvait vraiment rien faire. Donc là, on réfléchit un petit peu. Et puis, on se dit, tiens, tout début, on avait pris une photo sur l'ensemble de notre carte électronique. On s'est dit, plutôt que de faire des attaques sur le microcontrôleur, on va directement aller cibler la mémoire. Et là, la mémoire, c'est une mémoire de type eMMC. Et encore une fois, on retrouve un équipement BGA, même FBGA ici, avec des billes qui sont connectées en dessous. Alors là, c'est beaucoup plus petit, hein, on ne se rend pas bien compte, hein, mais si je reprends la taille juste avant, on était par du 16 mm par du 16 mm. Et là, on est sur du 6,5 par 6,5, donc c'est beaucoup plus petit. Il y a 153 billes. Mais voilà, là on peut voir hein, qu'on est capable de faire quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Si on voulait, on pourrait s'amuser à rebiller et ressouder l'équipement. C'est pas l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller lire ce qu'il y a dans cette puce eMMC. Donc pour ça, plusieurs solutions. Il y a une solution un peu do it yourself où il y a quelqu'un qui a présenté une excellente talk à la Black Hat. Il a réussi à recréer un système. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces slides, ils sont vraiment très intéressants. Où il y a d'autres équipements qui sont tout prêts. Nous, on s'est pas embêté, on a pris l'équipement de chez AllSocket qui vous permet tout simplement de prendre votre puce eMMC, la placer dans l'équipement, et puis voilà, derrière vous avez une connexion USB, vous la branchez sur votre ordinateur. C'est ce qu'on fait. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir lors de la lecture de la mémoire, c'est que toutes les partitions sont en train de monter. On fait une entropie. En fait, l'entropie, c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand vous faites une entropie d'un fichier et que vous voyez que tout est à 1, ça veut dire que y a beaucoup de chiffrement, il y a beaucoup d'aléas. Là, par contre, on voit que ça va un peu dans tous les sens, donc on se dit, oh, potentiellement, c'est pas chiffré. Et en effet, toutes les données qui étaient présentes sur cette eMMC n'étaient pas chiffrées. Donc là, c'est le début pour nous d'une nouvelle étape où on va pouvoir rechercher des nouvelles vulnérabilités dans le code. Donc c'est un sujet qu'on est en train de traiter et on est en train de découvrir des choses très intéressantes. Une rapide conclusion,
il y a plusieurs durcissements qui peuvent être mis en place. Alors, je sais bien que c'est très compliqué, mais c'est de prévoir la security by design. Dès le début du projet, on pense sécurité. Ensuite, il peut y avoir des protections anti-tamper. Dès l'ouverture de l'équipement, on va mettre en place un système qui va nettoyer, qui va flasher des espaces mémoire, par exemple, pour éviter qu'on retrouve des données sensibles. Supprimer des inscriptions utiles sur les composants. Alors, c'est quelque chose qui peut être fait facilement, mais pour autant, voilà, on va faire gagner du temps, on va faire perdre du temps à l'attaquant. Il y a la possibilité de désactiver les interfaces de débugage qui sont dès la mise en production. Il y a certains constructeurs qui vont vous proposer des solutions, RDP, WRP, PC Europe, TrustZone, etc. Ça, c'est vraiment dépendant des constructeurs. Voilà, et enfin, il y a d'autres solutions. Le Secure Boot, tout à l'heure, on avait parlé lors d'une conférence. Il y a le chiffrement des données pour éviter la fuite d'informations. Et voilà, pour aller plus loin, je vous ai mis quelques liens très intéressants, et notamment la documentation de STM, où là, vous allez retrouver vraiment plein de bonnes pratiques sur les objets connectés qui utilisent un microcontrôleur STM32. Voilà, un remerciement à Kevin qui m'a beaucoup aidé pour ces slides. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu à notre stand C1, il y a une petite boîte, un petit challenge qu'on vous propose et qui va reprendre certaines choses que vous avez pu voir dans cette présentation. Donc n'hésitez pas à aller voir au stand C1. Merci, merci, merci Nicolas. Bravo pour cette présentation. C1, donc l'adresse du stand d'Advance sur notre InCyber Forum. Voici venu le temps des questions-réponses. Si vous avez une question, je vous en prie, levez la main, on va vous apporter un micro. Oui, monsieur au dernier rang. Alors attendez, on va vous donner un micro. Voilà, monsieur, levez la main s'il vous plaît, histoire que ma collègue puisse vous trouver. Oui, bonjour. Bonjour. Au niveau des mesures également physiques, en termes de masquage de composants, est-ce que ça peut vraiment ralentir un attaquant? Ça va un petit peu quand même, dans le sens où il va perdre du temps. Enfin, c'est pas quelque chose de transcendant non plus. Je suis d'accord, on va pouvoir faire forcément d'autres choses pour identifier les composants. On a quelques indices qui sont quand même possibles. Mais non, je suis d'accord que c'est pas totalement une mesure qui corrigerait tous les défauts, quoi. Et typiquement, ce qu'on rencontre comme technique de masquage? On peut retrouver l'époxy par exemple qui est directement posé sur le microcontrôleur ou sur n'importe quel autre composant, ou alors des fois c'est carrément effacé, gratté, tout simplement. Avez-vous une autre question? Oui, monsieur? Est-ce que vous avez été déjà confronté à des microcontrôleurs qui ont été verrouillés? Il y a un bit de verrouillage en général qui peut être activé. Et puis, est-ce que vous avez déjà mené des attaques physiques sur les composants, mais avec des composants, ce qu'on appelle obfuscifiés, voilà, physiquement, on va dire? Ouais, là c'est vrai qu'on a parlé de, on va dire, là c'était plutôt une introduction, c'est vrai. Par contre, on peut faire des attaques beaucoup plus poussées. Je pense notamment au fault injection, où on va essayer de provoquer des comportements anormaux pour voir comment ça réagit. Ça va nous permettre de bypasser certaines conditions, par exemple au démarrage du système, en injectant une certaine tension à un moment donné. On va essayer de jouer avec l'horloge du composant, etc. pour justement bypasser toutes ces protections qu'on a pu citer aujourd'hui. Ouais. Merci. Eh bien, ma foi, je crois que nous avons fait le tour du sujet. Merci encore, Merci. Nicolas. Merci de vos explications.